Aujourd'hui, nous examinons une affaire datant de la première moitié du XXe siècle. Installez-vous confortablement, nous partons pour l'Angleterre. Annie Bella Wright est née le 14 juillet 1897 dans le village de Somerby, dans le comté anglais du Leicestershire. Elle était l'aînée de 7 enfants et lorsqu'elle était jeune, ses parents ont déménagé à 14 miles de là, dans le village de Stockton, qui est plus proche de la ville de Leicester. Elle était toujours connue sous son deuxième prénom, Bella. Son père travaillait comme ouvrier agricole, c'était un homme travailleur et la famille vivait heureuse ensemble dans un petit cottage. Bella est allée à l'école locale qui lui a donné une éducation de base. Cependant, comme la plupart des enfants, elle n'a pas poursuivi sa scolarité au-delà de l'âge obligatoire de 12 ans. À la place, elle a trouvé du travail comme domestique. Plus tard, elle a travaillé à l'usine de caoutchouc Bates & Co. dans le quartier de St. Mary's Mill à Leicester. La ville se trouvait à environ 8 km de sa maison, à Stockton, et elle s'y rendait généralement à vélo. Bella était une jeune femme très agréable, toujours amicale et prête à aider. Elle était attirante, et lorsqu'elle eut 21 ans, elle se fiança à un gentleman nommé Archie Ward, qui était chauffeur dans la marine royale britannique. On pensait qu'un autre jeune homme s'intéressait à elle, et elle a dit à sa mère qu'un officier de l'armée avait essayé de faire sa connaissance. Cependant, elle ne lui a pas révélé le nom de ce mystérieux gentleman. Le samedi 5 juillet 1919, Bella a passé une partie de la journée à écrire des lettres avant d'aller voir son oncle, George Measures, qui vivait dans un cottage dans le village de Galtby. Elle s'y est rendue à vélo. En chemin, elle a croisé la receveuse de la poste, une dame nommée Madame Powers. Elle lui a remis les lettres qu'elle avait prévu de poster avant de repartir à vélo vers le cottage de son oncle. Elle était très excitée, car sa cousine allait être là avec son mari et leurs 2 jeunes enfants. Bella ne l'avait pas vue depuis un certain temps. Quand Bella est arrivée, elle n'était pas seule, car elle avait parcouru une partie du chemin en compagnie d'un gentleman. Il roulait sur une bicyclette verte avec un frein étrange sur la roue arrière. Quand Bella a quitté le cottage de son oncle, Monsieur Measures a demandé à sa nièce qui était l'homme qui attendait près de la clôture. Elle a répondu « Je ne le connais pas vraiment ». Elle a dit à son oncle que la roue avant de sa bicyclette était desserrée. En s'arrêtant pour vérifier, le gentleman s'est approché et lui a proposé son aide. Il n'avait pas de clé, donc il n'a pas pu resserrer la roue, mais il a roulé avec elle pour s'assurer qu'elle arrive sans encombre. Elle a dit qu'il avait roulé à côté d'elle sur plusieurs kilomètres sans la déranger, parlant juste du temps. Elle a ajouté qu'il s'est comporté en parfait inconnu. L'homme avait entre 35 et 40 ans, les cheveux foncés, et il roulait sur un vélo vert distinctif. Monsieur Measures a dit à Bella qu'il n'aimait pas son allure. Avant de partir, elle a dit à son oncle qu'elle essaierait peut-être de lui fausser compagnie. Alors que Bella retournait vers son vélo, le monsieur sourit et dit « Bella, tu as été absente longtemps. Je pensais que tu étais partie dans l'autre direction. » Monsieur Measures et son gendre sont rentrés dans le cottage tandis que sa nièce et le monsieur sont partis à vélo. Il était environ 20h50 et Bella voulait rentrer chez elle avant la nuit. Environ 30 minutes plus tard, un fermier nommé Joseph Cowell conduisait ses vaches sur Gartree Road. Lorsqu'il aperçut une jeune femme allongée à côté de son vélo, il vit que son visage était ensanglanté, avec de profondes entailles aux joues et à la mâchoire. En s'approchant, il comprit que la jeune femme était morte. Pensant qu'elle avait dû tomber de son vélo ou avoir été renversée par une voiture, il se rendit au poste de police pour informer le policier local. L'agent Alfred Hall appela un médecin et les 3 hommes se retrouvèrent vite sur place. Un médecin nommé Dr Williams confirma que la jeune femme était décédée. Il demanda ensuite que le corps soit placé dans la charrette de M. Cowell et transporté dans une chapelle inutilisée à proximité. L'agent de police Hall inspecta les lieux. Il ne vit aucune empreinte de pas, mais il trouva des traces de sang sur la barre supérieure des portails du champ. Il faisait déjà très sombre et, avec seulement des bougies, un examen complet des lieux et du corps était impossible. Mais le médecin déclara qu'il pensait que la jeune femme était morte à la suite d'une fuite de sa bicyclette. Pensant que ce décès cachait peut-être autre chose, dès l'aube, l'agent de police Hall retourna à l'endroit sur Gartree Road où le corps avait été trouvé. Il fouilla minutieusement la zone et découvrit une balle de calibre 455 à un peu plus de 5 mètres de l'endroit où le corps avait été trouvé. Il y avait aussi un corbeau mort et des empreintes d'oiseaux autour de l'endroit où Bella gisait. Il supposa qu'un oiseau s'était nourri du sang de la pauvre mademoiselle Bella Wright. Lorsque le médecin examina plus attentivement la défunte,
il découvrit une unique plaie d'entrée par balle sous son œil gauche, avec une plaie de sortie à l'arrière du crâne sous ses cheveux. Avec ces nouvelles informations, une autopsie fut ordonnée. Les résultats confirmèrent que la défunte avait été abattue sous l'œil gauche à une distance estimée entre 6 et 7 pieds. Aujourd'hui, nous allons examiner un type de cas différent, celui d'un homme nommé John qui possédait une fortune mais a commis une erreur fatale qui lui a tout coûté. John a investi tout ce qu'il possédait dans une entreprise qui semblait solide comme le roc, pour découvrir un mois plus tard qu'elle avait fait faillite. Il a tout perdu, et ce n'est pas surprenant, car des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent. S'il avait eu une plateforme comme Mintos, je suis sûr que son histoire aurait été différente. Mais qu'est-ce que Mintos, me demanderez-vous? En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est si simple. Le rendement de chaque prêt est affiché dès le début. Le risque est clair et les paiements quotidiens offrent un revenu passif prévisible. Le tout simplement. Sur la plateforme, je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise et même la durée du prêt. Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour en profiter. Cher vieux John, s'il avait su, vous le savez, alors ne ratez pas cette occasion. Le corps fut ensuite identifié comme étant celui de mademoiselle Annie Bella Wright, qui, une demi-heure avant d'être retrouvée morte dans un chemin de campagne étroit, avait parlé à son oncle dans son cottage. Une enquête judiciaire s'ensuivit, concluant que la cause du décès était un meurtre commis par une ou plusieurs personnes inconnues. La police devait maintenant tenter de retrouver l'homme mystérieux à la bicyclette verte, qui avait été vu avec Bella la nuit de sa mort. George Measures donna une description à la police et des affiches furent placardées dans tout le Leicestershire, offrant une récompense pour toute information. L'après-midi du vendredi 11 juillet, Annie Bella Wright fut enterrée. Alors que le cortège funèbre avançait vers l'église de Stoughton, des centaines de personnes bordaient les rues pour rendre hommage. Le chef de la police publia un appel dans la presse locale et nationale, demandant à l'homme à la bicyclette verte de se manifester. Pendant ce temps, les policiers locaux contactaient les propriétaires de bicyclettes vertes, mais un à un, ils les écartaient de leur enquête. L'inspecteur en chef Albert Hawkins fut envoyé par Scotland Yard pour aider dans l'affaire. Un réparateur de vélo nommé Harry Cox a déclaré à la police que le 5 juillet, il avait réparé une bicyclette correspondant à la description donnée dans la presse. Il a également déclaré que l'homme lui avait dit qu'il allait faire une promenade à la campagne ce jour-là. Monsieur Cox, cependant, n'avait aucune trace du nom de cet homme. Malgré les demandes d'information de la police et la couverture de l'incident par la presse, les détectives n'ont pas pu établir l'identité du mystérieux gentleman à la bicyclette verte. 7 mois plus tard, le 23 février 1920, un homme nommé Enoch Whitehouse guidait une péniche tirée par un cheval le long d'un canal près de la rivière Soar. Lorsque la corde de halage de la péniche s'est accrochée à quelque chose, il a ramené l'objet à la surface. C'était une bicyclette verte. Ayant lu dans les journaux des articles sur l'affaire Bella Wright, il a contacté la police, qui a alors décidé de draguer le canal. Ils ont alors découvert d'autres pièces de la bicyclette verte, ainsi qu'un étui réglementaire de l'armée, et une boîte de balles identique à celle qui avait tué Bella Wright. Lorsque le cadre de la bicyclette a été examiné, la police a constaté que le numéro de série et la marque BSA avaient été limés. Cependant, un numéro de série à peine visible était encore présent à l'intérieur de la fourche avant. Avec ces nouvelles informations, les enquêteurs ont commencé à se renseigner auprès des magasins de vélos. Ils ont rapidement découvert que la bicyclette avait été achetée en 1910 et qu'elle possédait un mécanisme de freinage étrange sur la roue arrière. Le propriétaire a déclaré à la police que l'acheteur de cette bicyclette se nommait Ronald Light. Ronald Light vivait avec sa mère à Leicester, mais il avait récemment commencé à travailler comme professeur de mathématiques à la Dean Close School de Cheltenham. La police ne perdit pas de temps pour lui rendre visite et peu de temps après, il fut arrêté. Ronald est né le 19 octobre 1885 et était leur seul enfant encore en vie. En 1902, à l'âge de
17 ans. Il avait été expulsé de l'école Occam pour avoir soulevé la robe d'une fille au-dessus de sa tête. Cependant, il a réussi à poursuivre ses études à l'université de Birmingham, où il a obtenu son diplôme d'ingénieur civil et a trouvé un emploi comme dessinateur. Un poste dont il a ensuite été renvoyé pour avoir allumé un feu dans un placard et dessiné des graffitis indécents dans des toilettes. Il a ensuite travaillé dans une ferme, mais a encore été renvoyé, cette fois pour avoir incendié une meule de foin. Après le déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914, Ronald a été nommé sous-lieutenant dans le génie royal et envoyé sur le front occidental. Il a ensuite renoncé à son grade d'officier pour des raisons inconnues et est retourné dans les rangs en tant que canonnier dans la Honorable Artillery Company. Cependant, des rumeurs disaient qu'il avait dû renoncer à son grade d'officier pour avoir fait des avances non désirées à une receveuse des postes françaises. Lorsque son nouveau régiment a reçu l'ordre de partir pour la France, Ronald a falsifié des documents leur ordonnant de ne pas y aller. Lorsque cela a été découvert, il a purgé 4 mois de prison. En septembre 1916, son père est décédé. Sa mort fut jugée accidentelle, mais beaucoup de ceux qui le connaissaient pensaient qu'il s'était suicidé en s'inquiétant pour son fils durant la Première Guerre mondiale. En 1917, Ronald a de nouveau été envoyé en France, mais quelques mois plus tard, il est rentré en Angleterre car il souffrait d'une obusite sévère. Après un certain temps passé dans un hôpital militaire, il est retourné chez sa mère, dans la rue Highfield à Leicester. Ronald correspondait à la description de l'homme vu à vélo avec Bella le 5 juillet. Âgé d'environ 35 à 40 ans, avec un visage large et plein, et mesurant entre 1m70 et 1m75. Lorsque la police lui a demandé comment la bicyclette était arrivée dans le canal, il a répondu qu'il l'ignorait. Il a affirmé n'avoir jamais possédé une telle bicyclette. Il a changé sa version des faits lorsque la police a présenté la preuve du lieu et de la date d'achat. Il a alors déclaré qu'il l'avait vendu quelques années plus tôt, mais il ne se souvenait plus du nom du monsieur qui l'avait acheté. La police a trouvé un témoin affirmant avoir vu un homme jeter une bicyclette dans le canal. Le réparateur de vélo Harry Cox, qui avait dit à la police qu'il avait réparé une bicyclette verte pour un monsieur le 5 juillet, et l'oncle de Bella, George Measures, ont été invités à assister à une séance d'identification. Ils ont tous les deux désigné Ronald Light. La mère de Ronald employait une domestique nommée Mary Elizabeth Webb. Elle a informé les détectives que le 5 juillet, Ronald n'était pas rentré à la maison avant environ 22 heures. Elle a dit qu'il lui avait expliqué que son vélo avait eu un problème mécanique, ce qui l'avait obligé à le pousser jusqu'à la maison. Elle a indiqué qu'il sortait souvent à vélo auparavant, mais ne l'avait plus utilisé depuis. Elle a aussi précisé qu'il n'avait plus les vêtements portés ce jour-là. Finalement, Ronald a déclaré à la police qu'il avait en réalité rencontré Bella et l'avait accompagnée lors de son trajet. Il a dit que lorsqu'ils ont dépassé le village de Galby, il l'a laissée au carrefour car elle est partie à droite. Et elle est partie à gauche. Il a ajouté que lorsqu'il a lu dans les journaux que la jeune femme était morte, il a pensé qu'il serait suspecté, mais comme il n'avait rien à dire à la police et qu'il ne voulait pas inquiéter sa mère, il a décidé de ne pas se manifester. Avec les preuves de plus en plus nombreuses contre lui, Monsieur Ronald Light a été inculpé du meurtre de mademoiselle Annie Bella Wright. Le procès de Ronald Light a commencé le 8 juin 1920 et il a plaidé non coupable. Il a été défendu par Sir Edward Marshall Hall, un avocat qui avait une réputation formidable et qui était connu sous le nom du Grand Défenseur. Il avait défendu avec succès de nombreuses personnes accusées de meurtre. Monsieur George Measures, sa fille et son gendre ont tous confirmé que l'accusé était l'homme qu'ils avaient vu avec Bella le 5 juillet. La femme de chambre de Madame Light, Elizabeth Webb, a témoigné, tout comme d'autres témoins qui avaient vu Ronald Light ce jour-là. 2 jeunes filles, Muriel Nenny, âgée de 14 ans, et Valeria Caven, âgée de 12 ans, ont informé le tribunal que plus tôt, le 5 juillet, elles faisaient du vélo près de l'endroit où le corps de Bella Wright a été retrouvé. Lorsqu'un homme sur une bicyclette verte a commencé à les importuner, elles ont confirmé que cet homme était Ronald Light. Ronald a témoigné en sa propre défense et s'est exprimé avec aisance. Il a déclaré que lorsqu'il a été arrêté, il avait d'abord menti à la police, mais il a réaffirmé que lui et Bella s'étaient séparés peu de temps après avoir quitté le cottage de son oncle. Il a admis que la bicyclette, l'étui et les balles qui avaient été retirées du canal lui appartenaient et qu'il avait décidé de se débarrasser de ces objets parce qu'il avait paniqué après avoir lu la nouvelle de la mort de Mademoiselle Wright. Il a aussi dit que dans l'armée, on lui avait donné un revolver de service Webley Scott. Cependant, il a affirmé que lorsqu'il avait été envoyé à l'étranger, il avait emporté le revolver avec lui, mais pas l'étui, et qu'il avait laissé le revolver dans un poste de secours en France en 1918.
Il a ajouté que bien qu'il ait voulu rentrer avec Bella, elle était restée longtemps avec son oncle, alors il avait décidé de rentrer chez lui seul. Malheureusement, il a crevé un pneu et a dû le réparer sur le bord de la route. Au moment où il terminait, il a vu Bella sortir du cottage, alors il a décidé de voir s'ils pouvaient rentrer ensemble. Il a été contre-interrogé par l'accusation pendant 5 heures, mais il a bien répondu à toutes les questions et ne s'est jamais contredit. Sir Marshall Hall a souligné devant le jury que son client n'avait aucun motif pour tuer Mademoiselle Wright. Il ne la connaissait pas avant le 5 juillet et elle n'avait été ni dépouillée ni agressée. Il a également interrogé l'expert en balistique pour savoir si Bella avait été abattue à bout portant. Il a suggéré qu'elle aurait pu être touchée par une balle perdue, tirée par un fermier chassant des oiseaux ou des lapins. Il a dit au jury qu'un tir à bout portant aurait causé beaucoup plus de dégâts au visage de Bella. Les raisons qui avaient conduit Ronald Light à être expulsé de l'école et ses comportements étranges qui avaient entraîné son licenciement et la perte de sa commission dans l'armée n'ont pas été évoqués au tribunal. Le procès s'est terminé le 11 juin et le jury a délibéré pendant 3 heures avant de revenir pour déclarer l'accusé Ronald Light non coupable. Après son acquittement, Ronald est retourné chez sa mère où il a mené une vie plutôt solitaire. Mais en 1928, il a déménagé à Lansdowne-on-Sea sur l'île de Sheppey dans le Kent, où, en 1934, il a épousé une veuve nommée Lillian Lester. Il est décédé le 15 mai 1975 à l'âge de 89 ans. Pendant de nombreuses années, la bicyclette verte était accrochée au mur du magasin de vélo Evlinton. Mais elle n'y est plus et on ignore où elle se trouve actuellement. Les gens se demandent toujours si Ronald Light était responsable de la mort de Bella Wright. Il avait le meilleur avocat de la défense disponible à l'époque, et la bonne éducation de Ronald signifiait qu'il s'exprimait très bien devant le tribunal. 3 jours après son acquittement, Ronald s'est rendu au poste de police où il aurait raconté à l'officier de police du Leicestershire, Levi Boley, la vérité sur ce qui s'est passé le 5 juillet 1919. Ceci a été consigné dans une déclaration dactylographiée, puis il semble que cela ait été oublié jusqu'à tout récemment. On peut y lire « J'ai bien tiré sur la fille, mais c'était complètement accidentel. Nous avancions calmement. Mon revolver était dans la poche de mon imperméable, et nous sommes descendus de cheval pour qu'elle le voie. J'avais aucune idée qu'il y avait une cartouche chargée dedans. Sa main était tendue pour le prendre. Quand le coup est parti, elle est tombée et n'a plus bougé. Je suis monté sur mon vélo et parti. » L'affaire close, la déclaration fut placée dans un coffre-fort et découverte seulement récemment. Son authenticité a toutefois été contestée. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'écouter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos retours ou commentaires. Et j'espère vous retrouver tous lors de la prochaine affaire en bref.